Bonjour à tous. Alors, je vois qu'il y a pas mal de personnes dans la salle d'attente. On va autoriser tout le monde. Voilà, vous êtes en train d'arriver. Alors, j'ai pas mal de sonneries. Il faudrait que j'arrive à... Voilà, juste quelques minutes, le temps que dans la salle d'attente, vous arriviez, puisque vous êtes très, très nombreux aujourd'hui. Nous attendons autour de 1700 personnes, sauf si un certain nombre de personnes se désistent. Nous sommes très heureux de ce succès. Nous espérons bien sûr y répondre le mieux possible. Ok, ça je ferme. Est-ce que nous avons encore des personnes dans la salle d'attente? J'autorise tout le monde. Donc bonjour à tous. Vous n'avez pas la possibilité de nous répondre, c'est normal, c'est lié au format que nous utilisons pour pouvoir vous accueillir aussi nombreux. C'est assez impressionnant, hein, le nombre de personnes qui sont en train d'arriver. Donc je leur laisse quelques minutes, mais j'ai l'impression que ça vient par paquet. Je reconnais quelques noms. Je prends encore quelques minutes avant que nous démarrions complètement et que cette petite clochette que vous entendez peut-être s'éteigne. Voilà, on a encore des personnes dans la salle d'attente. Bonjour à tous. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, il y a une petite manipulation qui consiste à faire rentrer tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a en fait un espèce de passage par une salle d'attente et qu'il faut ensuite autoriser, et c'est par paquet. Donc, désolé pour ces questions techniques, mais vous êtes tellement nombreux aujourd'hui que nous essayons de répondre au mieux. Voilà, et très heureux déjà que vous soyez très nombreux, puisque nous avons eu d'innombrables messages ce matin de personnes dont, pour la plupart, dont les liens étaient dans les spams et pour lesquels et qui se posaient la question de savoir comment ils allaient se connecter. Donc vous qui êtes là, c'est que votre invitation n'a pas été dans les spams et on en est très heureux. Il est 14h33. Je propose à Anna, qui est en backup, de pouvoir valider les personnes qui sont en salle d'attente et à nous de commencer, chère Christelle. Alors, peut-être quelques mots pour commencer sur ce sujet de la période de préparation au reclassement. D'abord, sachez que de très nombreux commentaires, de fiches descriptives et techniques, des webinaires existent sur la PPR et ont été réalisés ou sont encore accessibles aujourd'hui. La plupart de ces sources d'informations ont pris soin de détailler les processus et les obligations administratives et organisationnelles la plupart du temps également. Alors, notre ambition n'est évidemment pas de réitérer une fois de plus ce qui existe déjà, et que nous avons d'ailleurs parfois également produit nous-mêmes dans le cadre de d'Impact, mais plutôt de profiter de la présence de maître Christelle Maza pour prendre de la hauteur et redonner du sens à ce dispositif. Vous qui êtes des professionnels de l'accompagnement, des agents frappés ou menacés d'inaptitude, il nous semble que ce webinaire sera un succès s'il vous permet de clarifier la part de responsabilité de chacune des parties prenantes et les risques encourus quand ils ne sont pas assumés. Il s'agit aussi d'identifier les leviers réels que vous avez à votre disposition, mais aussi les limites de l'exercice. Par ailleurs, vous êtes très nombreux à nous avoir adressé préalablement des questions. Certaines sont davantage techniques que juridiques. Nous avons considéré qu'elles n'étaient pas au cœur de l'enjeu de ce webinaire. Pour les autres, nous les avons d'abord regroupées pour les évoquer au fil de ce webinaire. Il vous sera aussi possible d'en parler ou d'en partager d'autres via le chat, avec malgré tout une légère contrainte que je tiens à souligner parce qu'elle est de taille. Nous sommes aujourd'hui, comme je le disais, plus de 1700 a priori sur Teams ou LinkedIn. Et bien évidemment, vous comprenez qu'il ne sera pas possible de faire une consultation semi-individualisée. Alors, sans attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet en accueillant Christelle Maza. Bonjour Christelle. Bonjour à tout le monde.
Avocate au barreau de Paris depuis plus de 20 ans, Christelle Maza est associée fondatrice d'Outre Noir, cabinet spécialisé dans la gestion des conflits au travail en droit de la fonction publique. Depuis de très nombreuses années désormais, elle assiste les agents et forme les services RH des administrations et des établissements publics. Elle est par ailleurs l'autrice de plusieurs ouvrages en droit de la fonction publique, dont l'un concerne spécifiquement la souffrance au travail. D'ailleurs, je vous livre une petite confidence, une nouvelle édition doit paraître en janvier 2026. Elle a par ailleurs créé une plateforme pour les lanceurs d'alerte de la fonction publique et un podcast, Marie Larsen. Alors peut-être qu'il faut le prononcer avec l'accent, Mary Larsen, La magie de Non, l'ordinateur. c'est Marie Larsen. C'est bien Marie Larsen, qui sortira le 17 avril prochain. Donc bonjour Christelle, nous nous connaissons depuis des années, j'ai eu la chance de te faire intervenir, alors je me propose de continuer à te tutoyer après toutes ces routes que nous avons franchies, traversées ensemble. Alors, peut-être première question, Christelle, pour éviter de nous perdre dès le début dans le dédale des procédures administratives, peux-tu nous rappeler le contexte de la création de la période de préparation au reclassement et l'intention du législateur? Alors, il faut savoir que dans ces problématiques, pour une fois, le législateur a un petit peu adapté la rigidité du statut. Le fonctionnaire doit obligatoirement être dans une case juridique, c'est-à-dire une position administrative. Et pour pas que ce soit trop rêche, parfois en retour d'arrêt maladie, où il y a des personnes qui vont être inaptes définitivement sur leur poste, mais pas à tout emploi dans la fonction publique, on ne peut pas le premier jour comme ça les accueillir sans avoir réfléchi à un nouveau parcours de carrière et à comment finalement se reconvertir ou prendre possession d'un autre emploi. Donc en fait, la période de préparation au reclassement, c'est une espèce de période de latence en fait qui fait la transition entre la phase d'inaptitude à la phase de réaptitude, mais dans un contexte qui va être différent de ce qu'on a vécu avant, puisque c'est le principe du reclassement. Une période qui peut être d'ailleurs assez douloureuse pour un agent, hein, parce que naturellement, on est un peu hermétique au changement, ça bouleverse beaucoup de choses, ça dépend de l'âge de l'agent aussi, ça dépend de tout un tas de critères qui évidemment doivent être adaptés à la personne. Donc ce qui est important, c'est que, comme je le disais, contrairement à ce qui se passe d'habitude dans l'administration, en tout cas comme c'est pensé assez rigide avec le statut, la PPR, ça permet vraiment d'avoir un accompagnement personnalisé avec l'agent qui peut par ailleurs un peu s'anticiper. Donc c'est une pratique managériale dont il faut s'emparer sur un terrain, me semble-t-il, en tout cas, après ça dépend de son éthique, hein, mais il y a une large latitude pour avoir une approche très humaine, en fait, hein, presque de la réinsertion de l'agent. Voilà. C'est d'autant plus important quand l'arrêt a été long. Ok, alors tu évoques la dimension humaine, justement, allons-y. En quoi, justement, les process très très normés prennent-ils en compte la dimension humaine dans la PPR? Bah, en fait, avant, donc, quand il n'y avait pas cette période de préparation au reclassement, on n'avait absolument aucun temps libre pour organiser la reconversion. Enfin, reclassement, reconversion, juridiquement, c'est pas tout à fait la même chose, hein, mais en clair, le principe, c'est le maintien dans l'emploi. Donc, à partir du moment où on a un accident de vie ou un accident du travail ou maladie professionnelle, c'est-à-dire que l'arrêt soit ou non imputable au service, il y a un principe de maintien dans l'emploi qui fait que le législateur prévoit que c'est pas parce que vous avez eu un accident de vie que tout de suite vous êtes au rebut et qu'on ne va pas plus vous faire travailler dans le collectif de travail. Voilà. Donc, c'est des choses à réfléchir pour la réinsertion avec les équipes. Si on est, par exemple, sur des aménagements de poste, alors ça ne rentrera pas tout à fait dans la PPR, mais parfois, ça peut être utile aussi quand même pour avoir une marge de manœuvre. Il faut savoir que pendant cette période-là, l'agent est payé à plein traitement pendant 1 an. Donc, ça enlève le poids pour les deux parties, en fait, hein, de se dire, bon, dans quelle situation on va être? J'ai un souci, j'ai une angoisse en me disant, est-ce que je vais tout de suite trouver un poste qui va me convenir? Ou pour l'administration, de dire, mince, il faut absolument qu'on lui trouve un poste où la mettre. Moi, j'ai un cas en tête très précis parce que ça date de ce matin, d'ailleurs. Les textes sont vraiment faits pour anticiper le retour à l'emploi d'un agent qui a eu un arrêt qui nécessite donc un reclassement.
Voilà. Donc, il faut s'en emparer parce que c'est pas forcément toujours dans les usages, c'est pas forcément simple à mettre en place non plus. Mais je pense qu'en premier lieu, au-delà de la compréhension pardon, et la connaissance de la loi, des textes, il faut s'emparer de l'outil de manière vraiment très pragmatique en disant, voilà, moi, j'ai la possibilité maintenant de prendre en considération cet agent dans toute sa dimension, là où il vient, de ce qu'il a traversé dans son arrêt. Bon, c'est pas forcément sur un terrain trop psychologique, hein, c'est pas le ressort des ressources humaines, mais c'est voilà, donner une dimension humaine quand même à cette phase de vie dans la carrière d'un agent, plutôt que de l'appréhender uniquement sur un terrain strictement administratif en disant, bon voilà, on passe de l'inaptitude à la PPR, ça y est, on est tranquille pendant un an, là on a une case administrative et puis bon, on verra après. Voilà, c'est un vrai Ok. outil d'accompagnement de genre. Merci Christelle, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, quand on est référent handicap, responsable RH ou responsable qualité de vie au travail, peu importe, ou même médecin du travail, comment rester dans l'intention du législateur tout en composant avec un système qui peut conduire malgré tout à l'inertie? Et oui, ben, c'est ça justement que j'ai expliqué. C'est que, alors, ça dépend aussi des services et de la situation dans laquelle on est. La majorité des services publics, bon, pas tous, hein, et ça dépend en plus en fonction des versants, travaillent plutôt en mode dégradé, voire en mode de tertiaire, c'est-à-dire on est dans la crise continue, la mouvance perpétuelle, c'est-à-dire que les choses vont très vite, où on est tous très débordés, il y a des services qui sont assez surchargés, ou alors des très grosses administrations, on a beaucoup d'agents à gérer, donc on ne prend pas forcément le temps nécessaire, et surtout, c'est que la fonction publique, elle est tellement imprégnée de culture bureaucrate, au sens pas forcément péjoratif du terme, mais au sens procédure écrite. Donc, parce qu'il y a tout un tas de normes à respecter, de formulaires, de courriers à envoyer, de dates à vérifier sur l'aptitude, le comité médical, enfin le conseil médical, etc. Donc, on a tendance à se laisser déborder par la norme avant de réfléchir de manière assez pragmatique sur, voilà, on a un tableau avec un certain nombre d'agents à gérer sur la PPR. En fait, c'est pas parce qu'on a le temps long, parce qu'un an, ça passe très très vite, qu'il ne faut pas l'exploiter au maximum. Et d'ailleurs, moi, je conseille toujours d'essayer de voir avec les agents d'anticiper, ce qui n'est pas toujours évident en raison de la raison de l'arrêt, en fait. Hein. Il y a, en fonction de la pathologie, on ne sait pas du tout, on ne peut pas anticiper 15 jours, un mois, 3 mois, 6 mois, voilà. Mais dans la mesure du possible, essayer de conserver le dialogue avec l'agent. Parce que même les agents en arrêt maladie, ça leur fait du bien de garder un contact avec le travail, sachant que le travail est sociabilisant pour la majorité d'entre nous, voire même pour tout le monde, quand ça se passe bien en tout cas. Et c'est important pour des personnes qui traversent des accidents de vie de garder un lien avec le travail et de sentir qu'on est toujours attendu dans sa structure professionnelle. Voilà, donc c'est tous ces paramètres-là. Et ça, moi, j'engage même les référents que vous êtes. Alors, je dirais référents au sens large du thème parce que je n'ai pas toutes les, tous les emplois que vous occupez. Mais je pense que c'est important d'être formé là-dessus aussi, sur comment on dialogue avec un agent qui rentre d'arrêt maladie et comment on structure en fait les programmes, quitte à faire du travail en équipe d'ailleurs, hein, avec l'ensemble des référents au sein de vos administrations. D'avoir des process en fait qui humanisent un peu. Ok, on a plein de questions et de choses à aborder. Je te propose, Christelle, si tu veux bien qu'on essaye d'être peut-être plus dense dans nos réponses. J'aurais envie qu'on fasse un parallèle avec souffrance au travail que tu évoquais tout à l'heure et sur lequel tu te penches beaucoup, pénibilité au travail, en quoi ça peut amener à une culture de prévention, justement, qui va bien avec la période de préparation au reclassement. Alors en fait, de manière assez naturelle, on a tendance à s'occuper des problèmes quand ils surviennent. Donc ça, c'est pas du tout une culture de la prévention, c'est une culture de gestion par risque. C'est-à-dire, les risques arrivent, donc vous vous dites, bon, bah voilà, le problème est là, maintenant il faut que je m'en occupe. Le principe de la prévention, c'est de cartographier en fait les risques. Ça, d'ailleurs, c'est une obligation légale hein, qu'on fait à travers son document d'évaluation des risques. D'ailleurs, je ne sais pas, dans vos administrations, je ferai bien la statistique, combien sont à jour. Mais ce n'est pas un instrument contraignant où c'est, tiens, la loi impose un document d'évaluation des risques. C'est un document qui permet de réfléchir en fait à tout ce qui peut arriver
Et le principe, que ce soit une entreprise, un service public, c'est-à-dire une communauté professionnelle, c'est vraiment de fonctionner sur le terrain technique ou production, c'est-à-dire ce que fait le service, mais c'est réfléchir aussi à ses ressources humaines, puisque en tant qu'humain, on est tous soumis à la loi des accidents, quels qu'ils soient, positifs ou négatifs, et qu'il y a une certaine pénibilité au travail aussi en fonction des travaux qu'on effectue. Il y a des métiers qui sont cartographiés, on le sait. Je pense toujours évidemment aux métiers comme les aides-soignantes ou certains techniciens ou sur des chantiers ou dans les espaces verts. Enfin, des métiers un peu plus physiques, déjà où il y a une pénibilité au travail, mais il y a aussi de la pénibilité psychique, notamment dans les métiers de ce qu'on appelle du care, c'est-à-dire du social, un peu du soutien. On voit beaucoup ça à l'hôpital d'ailleurs, et parfois vous cumulez les deux. Voilà. Donc il y a des sphères professionnelles dans lesquelles on a déjà très bien cartographié la survenance éventuelle de risques, c'est-à-dire d'inaptitude au travail. Je parle plutôt pour les accidents, maladies professionnelles. Après, évidemment, dans la vie, il y a toutes les pathologies extérieures, les cancers, les accidents de la route, voilà, des choses qui sont absolument imprévisibles, mais qui peuvent arriver. Et l'idée, c'est pas d'avoir une statistique sur l'humain, ça c'est impossible, mais c'est de savoir que ces choses-là peuvent arriver. Comment on anticipe? Donc, comment on anticipe, au même titre que comment on fait un tableau de service quand on a des personnels qui sont malades et qu'on est en rupture, en tension sur les personnels. Voilà. Donc, tout ça doit se cartographier. Et plus on cartographie, on a un dialogue avec les équipes et en général, mieux on arrive à traverser les épreuves. Alors, ça a permis au plus grand nombre de personnes de nous rejoindre. C'est pour ça que je posais les questions en amont. Désolé pour Teams, en fait, pour lequel je n'arrive pas à enlever le carillon. Donc, je suppose que ça pose un problème en termes d'écho. Je sais que certaines personnes nous l'ont fait remarquer. Donc, navré. Il y a des questions également sur des textes. Donc, je vous propose qu'on rentre maintenant dans un peu le vif du sujet de la structure avant de revenir sur certains aspects, notamment juridiques, puisque c'est le but du jeu. Alors, on continue à arriver et ça n'arrête pas de s'afficher sur mon écran, mais ça va le faire. Donc déjà, peut-être nous remettre un peu dans le processus que vous voyez apparaître sur votre écran, pour rappeler au moins les fondamentaux, puisque je disais tout à l'heure que ça existe à peu près partout. Vous avez, je suppose, 500 occurrences qui peuvent vous permettre d'avoir à peu près tout le détail de l'organisation, mais j'en rappelle quand même les principaux enjeux et les principaux principes surtout. Donc déjà, le premier, en termes d'objectifs, on se souvient, tu l'as évoqué déjà Christelle, aider l'agent à être classé, c'est-à-dire pas forcément dans son établissement d'origine et pas forcément non plus dans son versant de la fonction publique, mais dans l'un des trois versants de la fonction publique. Ça, c'est l'intention initiale. On se souvient que la PPR est réservée aux fonctionnaires titulaires en position d'activité. Donc, il y avait un certain nombre de questions tout à l'heure sur ou en tout cas, qui nous avaient été posées préalablement sur les positions d'arrêt maladie, et on essaiera d'y revenir tout à l'heure. Voilà, ça concerne tous ces agents-là, quel que soit leur temps de travail, lorsqu'ils ont été reconnus définitivement inaptes à toutes leurs fonctions, les fonctions de leur grade par le conseil médical. Donc ça, c'est vraiment la base de chez base. Alors, en fait, par exclusion, la PPR n'est pas ouverte aux agents non titulaires de droit public, aux fonctionnaires stagiaires relevant de la loi de 1983, aux fonctionnaires relevant de statuts autonomes, de type magistrat de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires, par exemple, des assemblées parlementaires, des militaires. Et l'employeur a l'obligation de proposer la période de préparation au reclassement. Par contre, petite nuance importante, l'agent n'est pas dans l'obligation de l'accepter. Pour ce qui concerne le contenu, la PPR se construit sur le principe de briques successives ou de modules d'accompagnement. Vous le voyez, bilan de compétences, formation, immersion, etc. Dans un premier temps, il est requis de faire un état des lieux avec un bilan de compétences. Ensuite, de poursuivre avec ces fameuses périodes de formation au sens large. Ça peut être donc bilan de compétences, formation qualifiante, formation certifiante, ça peut être des périodes d'observation, alors on l'a appelé immersion, mais ça peut être ça aussi, ou de mise en situation, qui vont permettre à l'agent de confirmer ou non que le métier qu'il a identifié lui correspond bien. Lorsque ces périodes se déroulent en dehors de son administration d'origine, les modalités de l'accueil font l'objet d'une convention tripartite qui est conclue entre l'administration d'origine, celle qui va accueillir l'agent, et bien sûr l'intéressé. Alors, qu'en est-il en termes de contractualisation de la période de préparation au reclassement? D'abord, l'administration établit conjointement avec l'agent un projet qui définit le contenu de la PPR, les modalités de sa mise en œuvre et bien sûr sa durée. Et elle engage
en outre une recherche d'emploi dans un autre corps. L'administration notifie le projet de PPR au plus tard 2 mois après le début. Alors, vous avez compris qu'il y a une période pendant laquelle ça commence, mais la notification doit intervenir dans les 2 mois. Et si l'agent ne donne pas son accord au cours des 15 jours suivant la notification, la PPR est réputée refusée. Et l'agent qui refuse le bénéfice de la PPR est invité à présenter une demande de reclassement. Donc, la PPR n'est pas un préalable indispensable au reclassement qui peut intervenir sans cette période, en fait. Donc la PPR, c'est bien un espace-temps pendant lequel on va préparer, mais qui n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais que vous avez, vous, l'obligation de proposer, quoi qu'il arrive. C'est bon comme essentiel? Alors, dans le déroulement, à partir du début de la PPR, 2 mois sont prévus, comme on le disait, pour formaliser une convention bipartite, tripartite. Bipartite, ça pourrait être par exemple entre un employeur qui vient de la fonction publique d'État, un autre qui vient de la fonction publique hospitalière, ou tripartite. Et on peut y rajouter, bien sûr, par exemple, le centre de gestion ou le CNFPT dans le cadre de la fonction publique territoriale. Cette contractualisation entre les parties prenantes a pour vocation à les rendre acteurs de la démarche. Et puis, les avenants, bien sûr, peuvent être ajoutés en cours de route, car au démarrage, on ne va pas forcément identifier toutes les actions qu'on va mettre en place. Donc, on peut tout à fait faire des avenants à cette convention qui va définir la PPR. Avant d'être présentée pour signature à l'agent, la convention va être étudiée par le médecin du travail. Donc, retenez aussi cette étape pour vérifier sa compatibilité avec l'état de santé de l'agent. Ça, c'est les décrets du 22 avril 2022, on va les voir tout à l'heure, qui autorisent, on ne va pas voir les décrets, mais les références, qui autorisent en outre désormais expressément la modification du projet par avenant pour tenir compte de l'avis du conseil médical lorsqu'il est rendu au cours de période de préparation au reclassement. Alors, pendant la PPR, l'agent est réputé en activité dans son corps d'origine et il perçoit le traitement correspondant. Le suivi et l'évaluation qui sont prévus dans le projet de PPR sont réalisés par l'administration et l'agent. Et en l'occurrence, il est donc toujours possible de modifier en cours de route la durée et le contenu de la PPR, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Cette PPR, elle peut être écourtée s'il y a des manquements caractérisés ou si l'agent est reclassé entre-temps à un autre poste proposé par l'administration. Alors, voilà, j'ai essayé d'être le plus bref possible. Encore une fois, on vous donnera des sources tout à l'heure. Il en existe vraiment des centaines. À ce stade, Christelle, si tu en es d'accord, peut-être qu'on peut déjà essayer d'apporter des précisions à quelques questions qui ont été posées. Je ne sais pas si je les ai évoquées de manière aussi explicite que ça, mais par exemple, une des questions qui était posée, c'était qu'est-ce que signifie précisément inaptitude à l'exercice de ses fonctions? Alors, l'inaptitude, donc pour qu'un fonctionnaire puisse occuper son emploi, il doit être apte aux fonctions, c'est-à-dire dans un bon état de santé, avec une aptitude physique et mentale. Voilà. Donc, inaptitude, elle peut être temporaire, c'est-à-dire vous êtes en arrêt maladie et quand vous êtes consolidé, vous allez reprendre vos fonctions, ou elle peut être définitive. Donc, vous êtes inapte total à vos fonctions. Et on dit l'inaptitude totale définitive, donc vous êtes inapte totale et définitive, vous ne pouvez plus occuper aucune fonction dans l'administration. Là, on bascule sur un autre registre, on ne peut plus avoir droit à la PPR. Donc en fait, la PPR, elle est ouverte à partir du moment où vous avez une inaptitude totale aux fonctions sur votre poste, mais ça ne veut pas dire que vous avez une inaptitude totale et définitive à toute fonction dans l'administration. Donc, dans la perspective de vous faire reprendre un travail, rester dans l'emploi public, il y a l'ouverture au reclassement, donc qui vous permet d'occuper d'autres fonctions dans le cas d'une forme de reconversion professionnelle. Ok. Alors, merci beaucoup Christelle. Du côté de mon poste de pilotage, pour être tout à fait sincère, j'ai des pop-up qui arrivent de partout avec vos questions. Vous êtes, je vous dis, en tout cas en ligne directement, avoir la possibilité de poser des questions 777 là, au moment où je vous parle. Donc, désolé, je n'ai pas du tout la possibilité de traiter vos questions, tellement vous êtes nombreux. Je ne peux pas en même temps me concentrer sur tes réponses, Christelle et autres. Voilà, donc j'entends qu'il y a de la frustration parce que vous posez des questions. Non, mais j'ai vu. Mais c'est vraiment je suis en train de voir un peu dans les questions. Pardon. Dans les questions, il y a des choses, je pense, qu'on aura prévu de voir, qui sont des questions qu'on se pose régulièrement sur les questions d'arrêt
pendant la PPR, etc. Enfin, je pense qu'on le verra après. Ok, bon, je te laisse regarder ça parce que je Mais t'avoue je vois une qu'entre les question un peu atypique, autorisations je la relèverai. Parfait. Bon, je te laisserai regarder ça parce qu'entre les autorisations qui me sont demandées de personnes qui sont encore dans la salle d'attente une demi-heure après notre démarrage et les gens qui lèvent la main et autres, c'est juste impossible à gérer. Voilà. Je propose que l'on continue avec peut-être une référence que nous avions faite tout à l'heure, justement. Merci beaucoup, Anna. Une référence que nous avions faite à ces décrets de 2022, hein, plusieurs décrets qui sont arrivés les uns après les autres. Alors, qu'est-ce qu'ils apportent précisément comme précision qu'il aurait fallu qu'on voit passer si jamais ce n'était pas le cas? C'est pour Christelle, moi la question? Oui. si ça te va, si ça te va, je peux Oui, aussi oui. y répondre. Ah, pardon, parce que là, pour le coup, c'était moi qui étais dans les questions. J'étais en train de checker les autres questions. Sur les apports, bah, en fait, les décrets de 2022 viennent modifier donc, le décret antérieur. Toujours des améliorations de la loi. En général, c'est dans ce sens que ça va. Il y a une plus grande souplesse sur la mise en œuvre du dispositif. Voilà, encore une fois, c'est pas rigide ou dès que en fait, l'agent est inapte, enfin, est de nouveau apte. On n'attend pas forcément le jour de l'aptitude pour se poser la question de est-ce qu'on va mettre en place une PPR, est-ce qu'on a un remplacement immédiat, est-ce que c'est un aménagement de poste. C'est-à-dire qu'on peut anticiper ces problématiques, y compris sur les fins d'arrêt maladie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément très simple de discuter de ça avec un agent parce qu'en fonction de la nature de l'arrêt, on ne peut pas prévoir exactement, c'est dans 15 jours, une semaine, 6 mois. En général, ça se sait à peu près, hein, je le vois de manière assez générale, on sait, voilà, on va reprendre dans un mois. Ce qu'il faut faire, surtout vraiment, et ça va dans la prolongation de ce que je disais tout à l'heure, dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il faut anticiper au maximum. Voilà, le temps passe en fait très très vite. Un mois, c'est 48 heures, hein, donc il faut se dire, voilà, là, je dois discuter avec l'agent, est-ce qu'il a fait un chemin de son côté aussi? Ça, c'est pareil, hein, les agents parfois peuvent être très attentistes parce que, en fonction de la nature de l'arrêt, de ce qui s'est passé et de l'inaptitude totale aux fonctions qu'on va avoir, ça peut générer un traumatisme en fait chez l'agent, hein, où on lui dit, bon ben voilà, quand vous allez reprendre, ce ne sera pas la même situation qu'avant. Donc ça, il faut le préparer aussi, vérifier que l'agent le prépare de son côté, parce que l'employeur a une obligation de moyens renforcée, mais pas forcément de résultats. Donc il y a un accompagnement à faire, mais c'est un peu bilatéral aussi. Donc ça, c'est aussi à discuter et à préparer l'agent par rapport à ça. Voilà. Et puis, cette souplesse en fait de l'outil qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, n'est pas obligatoire, hein. Bon, voilà, si la personne elle peut être reclassée directement sur un autre emploi, il n'y a pas besoin de passer par la PPR. Et alors attention aussi, il ne faut pas que ce soit utilisé comme un instrument de ce que j'appelle la rustine. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout anticipé la reprise. Très facile de mettre dans la case PPR parce que au niveau comptabilité publique, il faut une position administrative régulière. Donc avant, on jouait avec la mise en dispo d'office pour raison de santé qui est extrêmement préjudiciable à l'agent. Aujourd'hui, on a la PPR. Je soupçonne un peu quand même le législateur d'avoir créé cette position administrative pour ça aussi. On ne va pas se mentir. C'est une espèce de sas en fait pour les administrations pour gérer les situations qui peuvent être complexes. Voilà. Ok, alors pour répondre aussi à quelques questions que vous nous aviez posées, donc du coup j'en profite et pour lesquelles on trouve des réponses dans justement ce que la loi de 2020, enfin les textes, les décrets de 2022 ont pu apporter. Alors il y avait la question sur le conseil médical. Donc, c'est possible de mettre en place la PPR avant l'avis du conseil médical, on l'avait vu tout à l'heure, hein, puisqu'on avait un temps pendant lequel c'était possible de le faire. Quand il y a un avis d'aptitude, pardon, l'administration peut mettre fin à la PPR hein, s'il y a un avis qui a été demandé avant le conseil médical et que le conseil médical rend un avis d'aptitude, ben on met fin bien sûr à la PPR. Hein, on peut le déclencher avant, mais on peut l'arrêter si on s'aperçoit qu'il y a l'aptitude, hein, parce qu'on a dit que le déclencheur entre guillemets de la PPR, c'était bien sûr l'avis d'inaptitude. Voilà, la date de début, ça peut être reporté suite à l'accord entre le fonctionnaire et l'administration dans une limite de 2 mois. Ça a été évoqué tout à l'heure, mais je le redis parce que ça fait partie des textes qui ont un peu été modifiés.
et donc le fonctionnaire est maintenu en position d'activité pendant cette période de report. Alors, autre chose également qui avait été évoquée dans les questions, les périodes de congé pour des raisons de santé, d'invalidité temporaire imputable au service, maternité liée aux charges parentales, ne sont pas comptabilisées sur la durée de la PPR. Alors, la plupart du temps, vos questions portaient sur et quand la personne est en arrêt maladie, etc. En fait, ça entraîne le report de la date de démarrage ou alors même de la durée complète si ça intervient en cours de PPR. Ça vous va aussi là-dessus? C'est suffisamment clair? Et puis, il y avait une question sur des primes, des indemnités pendant la PPR. Ben, en fait, il y a le maintien des primes et des indemnités pendant la période de préparation au reclassement. Voilà, ce que rajoutent également ces textes, c'est la prise en compte de la possibilité entre les trois versants de la fonction publique. Vous avez vu qu'il y a quelques années, on réfléchissait pas mal aux mobilités interfonctions publiques. Donc la PPR, évidemment, il lui donnait un coup d'accélérateur, même si ce n'est pas aussi évident que ça. C'est clairement aujourd'hui l'une des orientations possibles. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est nécessairement dans un autre versant de la fonction publique. Voilà, et une question aussi était posée sur les caractéristiques entre guillemets d'une procédure de reclassement qui était engagée en l'absence de la demande de l'intéressé. En fait, oui, ça peut par dérogation être engagé en l'absence de la demande, ainsi que les voies de recours qui sont ouvertes à ce dernier. Donc, de fait, on a un peu plus de souplesse dans ces textes-là. Alors, je vous propose maintenant, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions et j'ai essayé d'en prendre quelques-unes seulement, de faire un rapide zoom sur les différentes étapes. On l'a déjà vu à plusieurs reprises sur un certain nombre de webinaires, mais ça vaut quand même le coup de faire un éclairage sur certaines parties. Christelle, je te laisse peut-être rapidement voir à travers les slides ce qu'il faut souligner, ce qui te semblerait intéressant à marquer, qui fait peut-être l'objet de temps en temps de la compréhension et donc du coup de jurisprudence. Alors, sur la mise en œuvre vraiment de la convention PPR? Oui. D'accord. Alors, en fait, il y a la partie strictement contractuelle où là, alors en général, les administrations ont des matrices déjà prêtes. Sinon, c'est des choses à élaborer. Alors après, encore une fois, c'est toujours la même chose. Ça dépend de la taille de la collectivité. Et il y a aussi un certain nombre de choses à prévoir. Alors, surtout dans la fonction publique territoriale, le principe des primes, il doit avoir été délibéré en fait collectivement. Il n'est pas forcément de droit. Donc ça, c'est des choses à voir et ça, c'est du ressort des politiques internes. Donc ça, c'est bon à savoir pour les agents aussi. Ça se négocie toujours. Voilà, après, c'est compliqué parce que ça dépend de la taille de la collectivité. Il faut le passer en assemblée délibérante. Voilà, il y a un certain nombre de critères, mais il ne faut pas que ce soit un point d'accroche. Il faut avoir un dialogue important avec l'agent en expliquant à un moment les phases de transition et qu'est-ce qui va être le plus intéressant pour l'agent. Voilà. Du côté employeur public, c'est de garder un agent qui a peut-être déjà une longue expérience de l'administration, de cette administration-là en général, qui a des liens avec ses collègues, comment on va le réintroduire en fait, y compris en passant par tout le dialogue qu'il va y avoir sur la rémunération, la temporalité, etc. Et là encore, j'insiste vraiment sur les aspects humains, en fait, parce qu'on a tendance à se focaliser sur le formalisme, qui est assez simple en matière de PPR à mettre en place. C'est prévu par les textes, c'est pas très compliqué, ça dure 1 an, il y a une certaine souplesse, report en cas de congé, quel qu'il soit. Ce qui est très très important pour que l'outil soit efficace, il faut se l'approprier et c'est vraiment le dialogue entre l'agent et l'administration et surtout la réflexion de manière un peu plus macro en fait au sein de l'administration, d'essayer. Alors, ce qui est important à voir aussi, parce que là je le vois moi dans certains dossiers, c'est absolument pas géré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette culture vraiment, ni l'envie, ni la culture parce que parfois on ne sait pas trop bien comment faire non plus. Donc c'est des choses pareilles, ça fait partie des axes de prévention. Dans n'importe quelle collectivité publique, on doit savoir quoi faire quand se pose la question du placement en période de préparation au reclassement. Voilà. Donc les matrices contractuelles, les partenariats avec certaines fonctions publiques, parce que ça c'est vrai que l'interfonction publique c'est très bien dans l'absolu, mais en théorie tout est beau, mais en pratique c'est toujours très compliqué.
On a plus de facilité d'ailleurs à reclasser dans la fonction publique centrale, fonction publique d'État, que dans les collectivités territoriales, en particulier plus petites, où évidemment le bassin d'emploi est moins grand. Voilà. Donc ça, pareil, ce sont des choses aussi à anticiper. Et aussi, parfois, ça arrive, il y a des projets personnels qui sont hors fonction publique, qui peuvent émerger, qui se réfléchissent aussi un peu avec l'agent. Il y a d'autres modes aussi de reconversion à penser. Rien ne doit être en fait figé. La seule chose, c'est que, évidemment, c'est le libre choix après de l'agent d'aller dans telle ou telle direction. Voilà. Ok. As-tu eu écho de certaines tensions qui étaient nées d'un démarrage de la PPR inadapté, hormis ce que tu soulignes, l'importance de la prise en compte humaine, hein, c'est-à-dire si on s'échange à coups de processus, de procédures et de textes, effectivement, il y a peu de chances qu'on parte dans les bonnes configurations, hein, c'est ce que je décode de ce que tu disais tout à l'heure. Y a-t-il eu, je sais pas, des jurisprudences sur des erreurs qui auraient pu être commises au départ un peu grossières? Alors en fait, ce que je vois la plupart du temps quand ça se passe pas très bien, c'est qu'en fait l'administration fait des propositions pour remplir les cases prévues par le législateur. C'est qu'il n'y a pas du tout de réflexion il n'y a pas d'anticipation et il y a par exemple des conventions qui prévoient des formations totalement inutiles ou que l'agent a déjà faites ou qui sont archi basiques parce que bon voilà, il a fallu préparer un programme et on ne sait pas quoi faire. Bon, ça peut être très dénigrant en fait pour un agent parce que déjà ça le rabaisse et en plus il dit bon, pourquoi je vais passer tout mon temps à faire ces trucs-là qui m'apportent rien du tout. C'est pour ça que c'est compliqué hein, en fait hein, parce qu'il faut instaurer cette culture du dialogue et d'essayer d'anticiper. Mais vous savez, c'est un petit peu comme avoir un ado qui a 16 ou 18 ans, ou on va dire 16 ans, et qui ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie et qui doit aller sur Parcoursup pour s'inscrire à une fac ou une école ou quelle que soit la raison. Bon, c'est un peu la même chose, sauf que là, la difficulté, c'est qu'on a plus de 16 ans, en général, on est un peu plus âgé, donc on a eu un poste sur lequel on s'est probablement épanoui. Il y a une rupture dans la carrière, il doit y avoir un gros changement, un nouveau métier peut-être à apprendre, et on n'a pas forcément d'idée. Donc c'est pas simple. Et encore une fois, ça dépend de la taille de l'administration, mais là, j'ai envie de dire, et c'est ça qui est beau dans les ressources humaines, c'est qu'il faut être assez créatif aussi. Ouais, c'est avoir des panels aussi d'emploi, savoir exactement connaître son bassin d'emploi déjà au sein de sa propre administration et construire des partenariats avec d'autres, hein, interfonction publique, vraiment, dialoguer avec les hôpitaux, les collectivités, les administrations centrales quand il y en a. Et même moi, là, au bout de 20 ans, j'ai découvert des nouvelles administrations dont j'avais absolument jamais entendu parler. Ok, alors est-ce qu'on peut continuer sur, reprendre plus exactement le déroulé de la PPR? Donc on rappelle, hein, il y a donc un avis d'inaptitude qui est définitive, qui a été délivré par un médecin agréé. Il y a l'avis du conseil médical qui est sur le reclassement dans un autre emploi public, la suite d'une altération de l'état de santé. Voilà. Ensuite, il y a la notification de l'état au fonctionnaire. Le fonctionnaire, il accepte ou il n'accepte pas. Et donc on arrive maintenant jusqu'au déroulé. Quand il accepte, il y a un point de départ, un point de report. Il y a quelques particularités pour la fonction publique territoriale, la transmission par l'employeur de la demande de PPR au centre de gestion, la co-construction du projet, l'avis du médecin. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, il y a potentiellement, enfin, finalisation du projet, bien sûr, pour continuer là-dessus, et jusqu'à l'information du médecin, notification, tout ça est marqué sur l'écran jusqu'à la fin de la PPR. Quels sont les pièges éventuels de ce déroulé qui a pu te remonter, Christelle, dans les contentieux éventuels que tu aurais pu voir arriver? Alors, c'est pas tant pendant le déroulement de la PPR qu'on a des problèmes, c'est le démarrage et l'issue qui sont problématiques. C'est-à-dire qu'un mauvais démarrage, de toute façon, le déroulement va être, enfin, le déroulé va être un peu complexe, mais même avec un bon déroulé, c'est la chute parfois qui est un peu problématique. Voilà. Alors, je ne sais Alors, pas si on en parle à ce stade-là, mais non, mais on va aller, oui, oui, on va aller tout de suite sur la chute parce que de fait, la plupart de vos questions parlaient surtout de la fin et de ce qui pouvait se passer. Donc, je vous propose qu'on reste enfin, un peu de temps pour pouvoir justement se pencher sur le sujet. C'est bon, vous m'entendez bien? J'ai cru entendre un écho. moi, ça va.
Oui, c'est bon, pardon. OK, alors la fin de la PPR. Donc on dit qu'elle s'achève à la date de reclassement. Donc ça, c'est le premier élément qui permet d'avoir comment dire, un repère, ou alors au terme de la période d'une année. Donc ça, c'est parce que le délai donné 1 an, comme l'a rappelé tout à l'heure Christelle, ou en cas de manquement d'un des engagements de l'agent. Alors, on va voir quels sont potentiellement les cas de manquement. Et puis, avec la prolongation possible de la durée d'activité de maximum 3 mois, ça, c'est les fameux reports que permettent les décrets de 2022, s'il y a une demande de reclassement qui a été formulée. Et puis, l'employeur a l'obligation de proposer, l'agent peut la refuser. Attention, à la fin de la PPR, si l'agent ne présente pas de demande de reclassement, l'employeur peut désormais forcer le reclassement. 2 mots là-dessus, peut-être, Christelle? Ou un peu plus? Sur forcer au reclassement Oui. ou sur alors, en fait, le principe, c'est le maintien dans l'emploi. Donc, la difficulté qui peut se poser, c'est si l'agent ne veut pas quitter son emploi antérieur, malgré une inaptitude aux fonctions. Donc ça, c'est fixé par la médecine du travail. Et de toute façon, un employeur qui ne suit pas les prescriptions de la médecine du travail se met en faute, puisque ça constitue un manquement à l'obligation de protection de la santé et de la sécurité. Voilà. Donc après, la question, c'est qu'à partir du moment où on est en inaptitude sur des fonctions, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix ni d'alternatives. C'est soit la personne reste en arrêt, soit elle doit bénéficier d'un aménagement de poste quand c'est possible, soit elle doit être reclassée. Et le reclassement, donc s'il n'est pas immédiatement possible, par rapport au bassin d'emploi, par rapport à tout un tas de raisons, il faut des formations. Bon, c'est là où la case préparation au reclassement est utile. Et forcer l'agent, de toute façon, il ne va pas trop avoir le choix. Hein, c'est même dans son intérêt, parce que s'il refuse le reclassement et qu'il ne peut pas travailler sur son poste et qu'il peut occuper aucun autre poste, la tangente qui risque d'arriver, c'est la mise en dispo d'office pour raison de santé, ce qui est vraiment la position administrative à éviter le plus possible et qu'il faut bien anticiper. Mais sur la fin en soi de la PPR, pourquoi il y a des problèmes? Parce qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, un peu la flemme. Quand on a l'agent en PPR, on a un temps un peu long, on se dit, bon, pendant 1 an, il est à plein traitement, je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. C'est-à-dire qu'on a une réflexion strictement budgétaire. Et j'ai envie de dire, on ne peut pas en vouloir aux gens de penser comme ça, tellement on pense toujours le fonctionnaire comme une ligne budgétaire. Voilà. Donc la PPR, ce n'est pas ça. Il ne faut pas l'envisager en se disant, bon, on est tranquille pendant 1 an. Là, la personne elle va s'occuper d'elle, on va voir ce qu'elle fait, puis on reverra ça dans 1 an. Parce qu'encore une fois, ça passe très, très vite. Mais là, après, c'est là où il y a des problèmes, parce que la sortie n'a pas été anticipée. Moi, j'ai le cas d'un agent là, à qui on a fait faire des stages d'immersion, un mois par-ci, un mois par-là. Très clairement, c'était pour l'occuper, parce que bon, il y a un petit contentieux quand même. Cette personne, il voulait la virer dans cette administration. Moi, je l'ai fait réintégrer. Donc, quand ça se passe comme ça, évidemment, l'administration, il est là, en l'espèce, en tout cas, c'est une très, très grosse administration. Il n'y a pas mis un gros zèle. Mais bon, ils n'ont pas le choix, hein, parce que c'est une grosse administration, il y a énormément de postes, donc c'est difficile de dire qu'on ne peut pas reclasser cette personne sur aucun poste. Bon, là, quand ça se passe comme ça c'est un cas un peu négatif, mais c'est important d'avoir à l'esprit qu'à partir du moment où la personne est éligible au reclassement, qu'il y a des postes vacants et que ce reclassement est possible, il vaut mieux anticiper et placer la personne le plus rapidement possible en situation d'occuper un de ces postes. Ça, c'est ce qui fait partie de la formation. Bon, là où c'est plus difficile, c'est quand on a des petites collectivités où très très peu de latence en fait sur la vacance de poste. Mmh. Enfin, Alors, en sur les postes préparant disponibles en fait pour reclasser. pardon, excuse-moi, j'avais une coupure et je t'ai coupé. Du coup, j'avais une coupure de son et je croyais que tu avais arrêté. En préparant ce webinaire, Christelle, on évoquait le cas particulier de handicap multiples, dont certains impacts sur le plan cognitif, par exemple, ou psychique, et qui étaient souvent l'origine des difficultés et aussi d'une dégradation de l'état de santé de la personne compte tenu des tensions qui régnaient, on va dire, dans l'équipe, et du coup, qui se reportaient ensuite sur la PPR. C'est-à-dire que ces mêmes incompréhensions donnaient à peu près les mêmes effets. Est-ce qu'il y a des exemples ou, voilà, ou en tout cas, quelles sont peut-être les mises en garde que tu pourrais nous faire là-dessus? Oui, alors ce qui est très important, c'est d'avoir une connaissance aussi éventuellement des problématiques de santé mentale au travail. Alors, soit il y a des personnes qui ont un handicap mental et ça c'est connu dès l'origine parce que
bon, on ne va pas rentrer dans les détails des troubles de la personnalité, mais la plupart se déclarent avant 25 ans. Donc après, les personnes, on est au courant plus ou moins du handicap, mais c'est pas parce qu'on est au courant qu'on arrive à gérer. Et il y a des cas en jurisprudence qui sont très violents d'ailleurs, hein. Il y a une vraie problématique d'inclusion de la santé mentale au travail. Il peut y avoir aussi, beaucoup plus basiquement et de manière assez répandue, des problématiques de syndrome post-traumatique ou de dépression sévère. Et ça, c'est important aussi pour les managers de savoir reconnaître à un moment donné, alors soit dans les situations de souffrance au travail, soit, et d'ailleurs c'est une des recommandations de l'Organisation internationale du travail, la reconnaissance, par exemple, de violence conjugale, hein, qui viendrait pénétrer la sphère professionnelle. Il y a un devoir de vigilance aussi à avoir sur certaines choses qui font que quand vous voyez une personne qui a brutalement un changement de comportement ou qui n'est plus tout à fait la même personne quand elle revient, ça fait partie aussi des stigmates qui peuvent découler en fait de cet arrêt maladie un peu long. Je pense notamment aux personnes qui ont vécu des dépressions assez longues. Quand elles reprennent le travail, c'est pas très évident parce qu'il faut se retourner un peu vers le monde extérieur, parce qu'on se sent un peu jugé, ou qu'on peut, voilà, tout un tas de raisons qui font que c'est pas simple. Je pense que là-dessus, il faut un peu banaliser la problématique de la santé mentale, ne pas en faire un sujet, en fait, hein. Et ça se passe en général assez bien parce que c'est une vraie mécanique d'inclusion, comme sur le handicap physique, à laquelle il faut aussi savoir former ses personnels. D'ailleurs, en prévention de la dépression et du suicide au travail, quand vous voyez un changement de comportement un peu inhabituel chez un collègue de travail, même que vous ne connaissez pas forcément très très bien, il y a des choses à savoir. Éventuellement, c'est pas oh là là, il ou elle est devenu pénible. La personne peut traverser un épisode de vie personnelle difficile, je sais pas, un divorce, un décès. Bon, il y a des moments de vie où, voilà, tout ça. Alors là, c'est pour le quotidien du travail, mais quand ça s'est passé, qu'il y a eu une grande rupture avec le travail et qu'on doit reprendre, ce type de situation peut amener aussi à un reclassement. Il y a des personnes aussi, par exemple, qui ne peuvent plus supporter le bruit dans les symptômes post-traumatiques. Parmi les stigmates qu'il peut y avoir, c'est l'intolérance au bruit. Bon, bah, du jour au lendemain, vous ne pouvez plus travailler dans une zone où il y a énormément de bruit. On peut ne pas le comprendre, en fait, hein, quand on ne sait pas ce que c'est. C'est des choses aussi qui doivent bien se discuter. Voilà. Toujours Alors, dans un plein de souci questions aussi qui sont posées. d'inclusion personnelle. Merci beaucoup, Christelle. Plein de questions qui sont posées sur le chat, donc j'en profite pour récupérer quelques-unes, parce qu'en plus, il y a des pouces, donc maintenant, on pourrait presque faire un classement des bonnes questions qui intéressent un grand nombre. Donc, la question de Delphine Villardier, pouvez-vous préciser sur l'inaptitude? Un agent a eu un avis d'inaptitude du conseil médical aux fonctions de son grade, puis un avis d'aptitude du médecin de prévention. Cela lève-t-il l'avis d'inaptitude du conseil médical? Ah oui, alors ça, il y a souvent des questions sur les divergences d'avis. Ça arrive. Alors souvent, c'est des dossiers un peu compliqués où en général, il y en a un qui a envie de faire partir et l'autre qui veut protéger. Donc c'est un peu des dossiers politiques. Ça va souvent avec les dossiers que je viens de vous expliquer justement en matière d'inclusion, etc. D'ailleurs, je vais vous parler de cette jurisprudence à laquelle je pensais en termes de santé mentale, parce que ça va vous éclairer sur la problématique posée. Alors, juste pour répondre à la question, l'avis du du conseil médical est Prioritaire. consultatif. C'est un acte préparatoire. Voilà. Et D'accord. les prescriptions de la médecine de prévention priment en général. L'administration prend la décision qu'elle veut. En revanche, elle doit suivre les prescriptions de la médecine de prévention. Le conseil médical, il est saisi par rapport à une mission bien précise. En général, c'est sur le congé longue maladie, longue durée, tout ça fixé par les textes. Le médecin de prévention, il est vraiment sur l'aménagement de poste, c'est-à-dire comme deux morceaux de puzzle, en fait, hein, comment l'agent va pouvoir s'encastrer dans son emploi et réciproquement. Ou est-ce qu'il faut mettre des restrictions médicales, des mesures d'aménagement, etc. Voilà. Ok, donc tu parlais de la jurisprudence que tu souhaitais évoquer à ce Parce stade? que je crois que j'ai oublié un développement. En fait, dans cette affaire, c'était un agent qui, 10 ans avant les faits, avait déjà rencontré des problèmes au service, avait failli être révoqué. Et en fait, on s'était rendu compte que c'était une personne qui avait un trouble de la personnalité. Alors, dans les jurisprudences que j'ai consultées pour commenter cet arrêt, on n'a pas la nature de la pathologie subie. Peut-être que c'était quelqu'un qui était bipolaire ou borderline. Borderline, c'est un trouble de la personnalité qui est assez complexe parce que c'est des personnes qui ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions, qui ont du mal à travailler en équipe. Donc c'est parmi les personnalités peut-être plus difficiles à faire travailler en équipe.
Bref, donc cette personne avait déjà eu des problèmes et pendant 10 ans, il s'était strictement rien passé. Et au bout de 10 ans, cette personne a dû décompenser, donc a envoyé des insultes sexistes, pour pas dire très injurieuses, à l'ensemble de ses collègues féminines, bon, devenait un peu agressif. Alors ça, on peut très bien imaginer que c'est pas très agréable pour le collectif et c'est un peu compliqué. Et ce qui s'est passé dans cet examen par la juridiction, donc la personne s'est fait révoquer sur le terrain strictement disciplinaire. Et la question, c'était la question qu'on pose en droit pénal aussi de l'abolition du discernement. C'était au moment où il a fait ça, est-ce qu'il était pleinement consentant, enfin sain d'esprit, ou est-ce que son consentement était aboli au point qu'il s'en est pas rendu compte? Et là, on n'est pas dans le disciplinaire, on est dans la procédure médicale. Ça, c'est des choses qu'on rencontre aussi parfois en pratique. J'ai le cas d'un jeune là, qui est bipolaire, où là, l'administration a mis à la fois médical et disciplinaire. Comme ça, on s'est dit, on ne se plante pas, sauf que c'est très violent pour l'agent, en fait, hein, qui souffre d'un handicap mental. Et évidemment, on est sur le terrain médical. Et donc, dans cette jurisprudence, le Conseil d'État était extrêmement sévère parce que très clairement, on comprenait bien que l'administration ne voulait plus de cet agent qui causait trop de problèmes. Ça peut s'entendre dans le sens où il faut un vrai accompagnement, c'est-à-dire que ça peut être lourd pour une équipe, mais bon, d'un autre côté, c'est pas très humain non plus, c'est que cette personne doit être accompagnée pour pouvoir être maintenue dans l'emploi. Et ça aussi, ça fait partie des mécaniques de reclassement, voilà. Donc, le Conseil d'État, à un moment donné, a estimé que bon, l'arrêt maladie, enfin, l'expertise psychiatrique qui avait été transmise à la procédure l'avait été trop tardivement, et que de toute façon, bon, voilà, le Conseil d'État était resté sur un terrain disciplinaire d'une personne qui très clairement relevait du médical. Et on a ça en droit pénal, justement, dans les problématiques d'abolition du discernement, sur les schizophrènes, en particulier qui commettent des crimes. Au moment du passage à l'acte, en fait, toute la question, c'est de savoir est-ce que la personne était avec son plein consentement ou pas. Et c'est très difficile pour les victimes de l'entendre, comme c'est très difficile, difficile pour les collègues de travail de dire mais moi, cette personne, je ne peux plus la supporter, en fait. Donc, c'est comment on fait de l'inclusion avec tout ça. Voilà. Mais bon, c'est des cas un peu atypiques, mais qui peuvent arriver. Ok, merci beaucoup. Donc là, c'est pour montrer l'importance, on va dire, de la qualité de la relation et de la prise en compte de comportements dans ce qu'on veut mettre en œuvre, parce que si on se lance dans une PPR alors qu'on est déjà en tension, c'est compliqué et ça s'avère se confirmer, hélas, mois après mois. J'ai une question qui est vraiment très, très récurrente, qui nous avait été posée avant et qui revient dans une formulation quasi identique. Alors ici, sur le chat, c'est après la PPR, si pas de poste disponible dans son établissement pour une reconversion, quelle situation administrative pour l'agent, mise en disponibilité, point d'interrogation. On nous disait à peu près la même chose dans la question. Que se passe-t-il juridiquement parlant quand en fin de PPR, il n'y a pas de poste à proposer à l'agent ou quand l'agent n'a pas les compétences requises pour intégrer un nouveau poste? Alors, ça, c'est probablement le gros problème auquel les administrations se heurtent une fois qu'on a tout bien fait. Euh, c'est que, en fait, vous avez. Alors, ça dépend comment la PPR s'est passée. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si c'est 2-3 mois de stage par-ci par-là, on a butiné parce qu'il fallait occuper l'année, c'est sûr qu'on va se retrouver à la fin de l'année sans idée. Après, c'est à voir aussi au sein de la collectivité. Est-ce qu'on réfléchit à une évolution professionnelle sur un poste qui va se libérer, sur un poste qui pourrait être nouvellement créé? Est-ce qu'on regarde le bassin de ces emplois disponibles en disant, voilà, bah, on en choisit un et on va tout faire pour pouvoir intégrer in fine. Mais de toute façon, la loi ne prévoit pas qu'on crée un emploi spécifiquement pour une personne qui est en reclassement. C'est-à-dire qu'on fait un peu avec ce qu'on a. L'employeur est tenu au maintien dans l'emploi dans la mesure de ses possibilités. L'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, l'administration centrale avec beaucoup, beaucoup d'emplois vacants, en tout cas qui correspondaient à ceux de ma cliente, ça, c'est ce qu'on voit dans la fonction publique d'État quand on est dans les gros ministères où il y a une offre qui est quand même un peu plus vaste. Mais la plupart du temps, malheureusement, on a une certaine rigidité sur l'emploi. Avec des emplois qui sont déjà pourvus, des emplois disponibles qui n'ont rien à voir avec ce que la personne est susceptible de faire ou d'aimer faire. Bon, bah, à partir de là, alors, dans un premier temps, on peut la mettre en dispo d'office, mais normalement, après, c'est un licenciement ou
une mise à la retraite anticipée en fonction de l'âge de la personne. C'est-à-dire que dispo d'office pour raison de santé, ça ne peut pas durer éternellement, parce que l'agent n'a droit à rien, en fait. Ouais, j'ai l'impression que tu mets un peu l'accent sur le paradoxe qu'il pourrait y avoir entre une PPR qui laisserait supposer aux administrations qu'elles doivent absolument trouver une solution et l'enjeu même de la fonction publique qui est d'utiliser au mieux les deniers et donc de trouver les meilleures compétences pour les meilleures réponses à apporter au service public, compte tenu du fait Exactement. que l'administration existe grâce aux deniers des contributeurs. Oui, et puis la vraie difficulté qu'il y a, et ça je le vois en pratique, c'est que, d'ailleurs j'ai fait une intervention dessus il y a 2-3 jours, c'est qu'on dissocie un peu les compétences et les services. Or, le service de santé au travail, il doit être transverse et il doit être dans tous les services. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut réfléchir avec l'autorité hiérarchique, on va l'appeler comme ça, suprême, c'est-à-dire le chef d'établissement, l'élu, etc. Il faut réfléchir en fait à ce qu'il y a comme emploi dans la collectivité. C'est donner une culture des ressources humaines. Et je sais d'expérience que le service de santé au travail, c'est un des plus délaissés dans l'administration. Alors, il y a santé au travail qui est décorrélé, par exemple, de gestion de carrière. Or, ça réfléchit ensemble aussi, parce que je vois dans l'administration, il y a beaucoup de services de santé au travail en souffrance eux-mêmes, alors qu'ils récupèrent la souffrance des travailleurs parce que, ils sont un peu pris entre le marteau et l'enclume, une autorité hiérarchique qui fait un peu la sourde oreille, sur ces questions-là, parce qu'il y a des choses beaucoup plus urgentes, à régler, et puis les agents qui sont pas très bien et les personnels intermédiaires qui finalement, n'ont pas vraiment de réponse, à donner. Et c'est un peu ça aussi la problématique qu'on voit en pratique. C'est que vous devez vous adressez à 3-4 services différents finalement pour votre parcours de carrière. Donc, dans la convention PPR, il faut un interlocuteur qui puisse assurer éventuellement ce pivot-là, organiser ce que j'appelle des réunions un peu pluridisciplinaires, c'est-à-dire pas uniquement le service de santé au travail ou le médecin du travail, il faut sortir de l'aspect strictement médical, aptitude, inaptitude. Il faut être vraiment dans, OK, maintenant on fait avec ce truc-là, c'est-à-dire il y a cette inaptitude-là, il y a ces restrictions-là. Bon, bah maintenant, allez, on réfléchit à un parcours de carrière. Et là, c'est pareil. C'est pas évident non plus, mais l'agent qui a été en arrêt maladie, il avait peut-être d'autres choses à penser enfin, tout ça a été très, très perturbant. Bon, arrivé comme ça, bam, nouveau jour, démarrage de la convention PPR. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, il faut en fait, encore une fois, anticiper et chaque partie a ses propres obligations. C'est-à-dire que c'est à l'agent de comprendre aussi que sa vie a changé et que les choses doivent. Il faut être aussi assez proactif, hein. Tout ne vient pas de l'employeur tout le temps, ni être trop attentiste, hein, parce que parfois l'administration elle fait un peu comme elle peut, avec pas beaucoup de moyens et de moins en moins, ça c'est clair. Et puis de son côté, l'administration elle a un devoir d'anticipation. Voilà, je le disais tout à l'heure, on connaît la pénibilité au travail des soignantes. Bon, je pense à ça dans les hôpitaux et tous les établissements sociaux. Mais dans d'autres métiers, en fait, il faut se dire, je sais pas, il y a des métiers sous tension aussi, où on fait des très très gros horaires. Voilà, il faut cartographier un peu là où il va y avoir des trous, entre guillemets, à un moment donné, les métiers qui sont assez difficiles, et se dire, bon voilà, telle personne où j'ai tant d'effectifs à un moment donné, au bout de tant d'années de carrière, ça va être compliqué. Donc, comment est-ce qu'on va gérer la transition là? Alors, dans les très très gros hôpitaux, par exemple, ça se gère, il y a les postes administratifs, mais bon, on n'a pas toujours la possibilité de le faire. Et ça, c'est aussi à anticiper avec les agents en début de carrière, enfin en début, quand on est encore bien vaillant. J'ai une vraie gestion prévisionnelle avec les limites du système, c'est que le report, notamment sur les postes administratifs, par exemple dans les hôpitaux, n'a qu'un temps, puisqu'à un moment donné, les postes administratifs sont aussi saturés. Alors, j'ai quelques questions qui reviennent également, que ce soit dans le chat actuellement ou qui nous avaient été posées avant, sur à l'issue de la PPR et des 3 mois de reclassement ou de maintien, voilà, en cas de reclassement infructueux. Dans quelle position nous demande-t-on, ou que fait l'agent pendant cette période, ou dans quelle position doit-on positionner les agents, disponibilité, retraite pour invalidité, CMO, etc.
Donc, à l'issue de la PPR, c'est ça? Oui, on dit à l'issue de la PPR et des 3 mois de reclassement qu'il doit y avoir, par exemple, quand il y a un reclassement infructueux, que les personnes qui sont parties, on en fait quoi quand elles reviennent, quand ça s'est avéré infructueux? Ça, c'était pour la première question. Il y avait la période de 3 mois de maintien en activité, en fait, hein, qui revenait aussi un peu à ça, qui nous était posé dans le chat. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, à partir du moment où il n'y a pas de possibilité d'emploi, parce qu'il n'y a aucune vacance de poste. Alors, j'avais vu, c'est en fait, oui, les postes vacants, c'est les postes qui figurent au tableau des effectifs et qui ne sont pas occupés, ou éventuellement qui sont occupés par des contractuels et non par des titulaires, ou les titulaires en reclassement, d'ailleurs, sont archi prioritaires sur l'emploi. Ça, c'est pareil. Il y a la théorie, il y a la réalité. Hein. C'est pas très évident en pratique à faire passer. Euh, Parce que moi, j'ai eu le cas très récemment d'une cliente qui s'est fait griller son super poste de direction qu'elle convoitait depuis des années, qui était tout fléché pour elle, ce qui n'est pas normal sur le principe, mais c'est comme ça que ça se passe. Bon, bah, ce poste a été octroyé à une agent qui était en reclassement. Euh, Au prisme de bah, l'agent en reclassement est prioritaire. Alors, il se trouve que ce dossier n'est pas tout à fait un bon exemple, parce que ça a été aussi fait pour, pour entraver le positionnement de celle qui voulait le poste, voilà, à l'origine. C'est-à-dire que celle qui l'a pris, elle avait des problématiques de harcèlement dans son administration. On faisait un coup à 3 bandes, quoi. Hein. C'est-à-dire que celle qui a reçu dans le service, on l'a mise ailleurs en disant elle est reclassée, et celle qui voulait le poste, à qui on ne veut pas le donner, on l'a donné à l'autre. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est une hérésie absolue managériale. C'est pas du tout comme ça qu'on doit affecter les agents. Mais en tout cas, voilà, à partir du moment où, à l'issue, pour X raisons, hein, que ce soit de la faute de l'agent, de l'administration ou la faute de personne, on ne peut pas créer des postes ex nihilo, en fait, pour les agents en reclassement. Et ce qui Voilà. revient Et un peu ça, à il la faut le dire question. très, très en amont aux agents. Ouais. Et ce qui revient un peu à la question qui nous était aussi posée à la fin de la PPR, l'employeur doit-il obligatoirement proposer un poste à l'agent? Alors, il doit obligatoirement proposer un poste à l'agent en cas de vacance de poste. Voilà, parce que l'exemple que je prenais tout à l'heure de ma petite cliente, qu'on n'avait pas du tout envie de voir revenir euh, à la suite d'une histoire, bon, c'est peu importe. En tout cas, qui était en reclassement, à qui on a fait une convention PPR que j'ai fait mettre en œuvre, hein, puisqu'on avait oublié de lui dire que ça existait. C'est aussi une bonne solution, justement, comme je disais tout à l'heure, dans les situations un peu compliquées où c'est la phase de on enterre la hache de guerre. Voilà, on a un an, bon, l'administration s'y plie, ça fait partie de ses obligations légales et pendant ce temps, l'agent va casser les occupations. Voilà, bon, évidemment, à la fin de l'année, on se retrouve dans la même situation qu'un an avant. Ça s'appelle reculer pour mieux sauter. Ça aussi, c'est pas possible sur le plan managérial. En tout cas, c'est une erreur de faire comme ça parce que ça va coûter cher dans tous les sens du terme. Euh, à partir du moment où vous savez de toute façon qu'il n'y a absolument aucune possibilité de reclassement, mais dès le début, c'est bienveillant, entre guillemets, de faire une PPR parce que pendant cette année-là, il faut aussi préparer l'agent au fait que bah, peut-être qu'à l'issue, il n'y aura pas de poste. Ce qui est un gros changement aussi, hein, ça veut dire un licenciement, une radiation des cadres, enfin pour mise à la retraite anticipée ou plus vraisemblablement licenciement. Il faut expliquer que c'est pas vous le problème, enfin vous, c'est pas l'agent le problème, c'est que la loi donc n'oblige pas à créer des postes parce que ça, ce serait aller très très loin en fait hein, dans la gestion des accidents de vie. Donc c'est pour ça que le législateur a juste mis une obligation de moyens renforcée. Mais il ne faut pas mentir à l'agent, voilà, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas lui faire croire qu'à l'issue d'un an, il y aura. La PPR permet aussi d'apprendre un métier, un autre métier, De la qui formation. n'a peut-être rien à voir avec l'administration, mais ouais. Et ce que tu évoquais, c'est qu'effectivement, on ne crée pas un poste parce que ce n'est pas l'intention ni la mission, entre guillemets, de la fonction publique. Il faut le rappeler, ça, hein, parce qu'il y a de temps en temps des espèces d'injonctions administratives qui laisseraient supposer qu'on peut inventer des postes. Vous le savez très bien, vous qui nous écoutez, que ce n'est pas le cas, et pour cause, puisque clairement, le cadre de la fonction publique, c'est d'apporter un service et de l'apporter dans les meilleures conditions, entre guillemets, économiques possibles. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas pour autant
de déroger, on va dire, à cette intention du législateur par rapport à la fonction publique. Alors, il y a un certain nombre de questions qui sont des questions, encore une fois, techniques. Alors, la dernière aussi a l'air d'être très appréciée. Je vais commencer par celle-là. Qu'en est-il si l'agent en PPR met fin à sa PPR pour raison médicale? Et puis après, il y a effectivement l'obligation de proposer des postes vacants. Bon, bref, je te laisse répondre à la première question, Christelle. Moi, je n'ai pas que tu as lu, là, je l'ai pas. Moi, j'ai l'obligation de proposer un poste vacant, mais écoute des difficultés de l'agent qui n'a pas encore les compétences. Ok, il y avait celle-là, et juste avant, il y avait La réponse de qui disait l'arrêt qu'en doit est-il si l'agent PPR met fin à sa PPR pour raison médicale? Alors, c'est-à-dire qu'il est de nouveau arrêté, en fait, hein, c'est ça? C'est Ou que c'est parce que. la PPR existe et l'agent dit à ce moment-là, pendant sa PPR, je suis désolé, mais j'ai un certificat médical qui me dit qu'il faut que je l'arrête. Donc on a dit tout à l'heure, soit c'est repoussé, je te laisser répondre, mais globalement, on avait déjà évoqué la question, soit l'arrêt de travail, enfin l'arrêt maladie plus exactement, voilà, enfin prend quelques mois et à ce moment-là, ça repousse la période de PPR. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, je crois. Hein. Oui, exactement. Soit si l'avis médical, enfin la raison médicale donne un avis d'inaptitude, non, on vous donne un avis, j'en sais rien. Non. En fait, la raison pour laquelle il y aurait un arrêt, enfin l'autre raison, ce serait qu'il y ait de nouveau un avis d'aptitude, par exemple, en disant, bah, si, en fait, vous avez absolument le droit de faire ce poste-là, auquel cas la PPR s'arrête. S'il y a inaptitude au poste et pas à toutes les fonctions, bah, à ce moment-là, il y a arrêt de la PPR, effectivement. Est-ce que je raisonne juste? En fait, c'est s'il y a, alors, ce sont des cas théoriques, mais on est en PPR et on a le Covid. Bon, on a arrêté, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines, un mois. Allez, admettons, c'est un nouveau variant très, très sévère. Bon, là, c'est une inaptitude temporaire. Donc, ça, c'est un arrêt maladie classique. Là, ça interrompt, en fait, le déroulement de la PPR. Et à l'issue de l'arrêt, on reprend là où on s'est arrêté. Voilà, il y a une mécanique de report. Donc ça, c'est pas un problème. Ça marche aussi pour les congés maternité, où il y a un report aussi par rapport à ça. Après, la problématique qui se pose, c'est dans le cadre de la PPR, vous pouvez avoir un autre accident, maladie qui n'a rien à voir avec l'arrêt précédent, en fait, hein, auquel cas vous pouvez interrompre la PPR parce que là, vous savez que vous allez être arrêté très très longtemps et au-delà de la mécanique de report, donc ça n'a plus aucun sens, gardez-en le bénéfice pour après. Ou alors, on vous fait... du coup, je vais répondre à l'autre question de tout à l'heure. Que faire quand l'agent n'a pas les compétences sur le poste? Il y a deux choses, c'est soit il n'a pas l'aptitude, soit il n'a pas la compétence. Voilà. S'il n'a pas l'aptitude au bout d'un moment, admettons, c'est un agent à qui on dit, bah, vous ne pouvez plus porter de poids au-dessus de 5 kilos. Bon, la personne, du coup, porte un peu moins de 5 kilos. Puis au bout d'un moment, on se dit, ah ben non, en fait, vous ne pouvez plus porter au-dessus de 3. Mais si son métier, c'est des trucs de 5 kilos. Alors, tout ça est très théorique, mais c'est pour illustrer. Hein. Bon, il va y avoir une inaptitude à ces fonctions-là. Mais pour autant, il n'y a pas d'inaptitude totale et définitive à la fonction publique. Donc, c'est pas tant, il va y avoir un arrêt en lien avec les fonctions exercées. Ça, si c'est le cas, il faut réadapter, réaménager en fait avec la médecine du travail sur d'autres fonctions. J'ai eu le cas, hein, moi d'ailleurs, hein, d'une agent qui a été réintégrée, ça a été un peu compliqué, qui a eu une PPR et qui, au bout de un mois, a de nouveau eu une inaptitude à ses fonctions. Ça réduit d'autant le spectre d'emploi après que la personne peut occuper. Alors, c'est difficile de parler en théorie parce qu'en plus, en pratique, c'est toujours des situations bien cartographiées. Mais en gros, l'idée, c'est ça. Il y a une souplesse avec l'outil. Vous avez le droit aussi, à nouveau, d'avoir une rechute ou d'être malade ou finalement, ça ne convient pas. Mais il faut que ce soit en lien avec les critères, évidemment, de l'aptitude parce que ça n'a rien à voir avec les fonctions ou la compétence. La PPR, c'est fait pour apprendre, justement. Il y a des stages d'immersion, il y a des formations. Et à partir du moment où vous êtes sur un nouvel emploi, de toute façon, il y a une phase d'apprentissage et d'adaptation.
Voilà, donc il fait partie. Après, si c'est mettre quelqu'un sur un métier où il n'y a eu absolument aucune formation, ça en plus, ça peut générer une souffrance au travail chez l'agent qui ne se sent pas en état de remplir les objectifs qu'on lui fixe. Ok. Alors, il y a vraiment des questions purement d'organisation de la PPR. Il y avait des questions également qui nous avaient été posées sur l'acceptation de la honte quand la pratique du reclassement n'est pas du tout une culture d'établissement. J'essaye de privilégier plutôt les questions qui reviendraient sur le plan juridique. La PPR ne dit pas que la personne doit être occupée 365 jours dans l'année, nécessairement en passant d'une formation à un stage. Alors, du coup, il y a la question qui nous est posée ici, la dernière ou l'avant-dernière de Judith Laurent, et qui dit quand il n'est pas ni en formation ni comment on gère cela, bah, il est censé travailler sur son projet de reclassement professionnel. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Christelle? Bah oui, oui, alors ça, bon, ça c'est pareil, ça dépend de la relation qu'il y a entre l'agent et son administration, mais c'est pas une année de vacances en fait, hein. Donc, il y a une convention avec des objectifs fixés, donc des suivis de formation, des réunions de travail qui disent voilà où est-ce qu'on en est. L'idée, évidemment, c'est de conserver l'agent dans l'administration. Après, il est possible aussi d'avoir des conventionnements pour faire autre chose, y compris un projet personnel. Voilà, et ça se négocie aussi avec l'administration, puisqu'on n'est pas obligé de limiter les formations et reconversions aux besoins de service, ce qui était le cas avant, hein. Mais normal, alors, je dis ça, mais en pratique, c'est souvent refusé. Quand vous voulez une prise en charge aussi du droit à formation, etc., ou même dans le cadre d'une PPR, si c'est pas, si ça ne rentre pas dans la liste des objectifs de l'administration, bon, j'ai envie de vous dire, c'est un peu logique, parce que vous dites, attendez, moi, je ne vais pas miser et former quelqu'un qui va partir dans 6 mois, en fait, pour monter sa boîte, quoi. Voilà, c'est humain, j'ai envie de dire, même si ça serait formidable si on pensait différemment, mais voilà. Donc, c'est plutôt ouais, des choses aussi à voir, bon, à anticiper un petit peu, ouais. Alors, il y a une question qui était un peu parallèle, qui nous avait été posée avant. Pouvons-nous mettre fin à une période de PPR en cours de PPR si l'agent ne remplit plus les conditions? Par exemple, si l'agent ne se présente pas aux journées d'immersion programmées car les horaires ne lui conviennent pas, dans quelle position devons-nous positionner l'agent à la suite des 7 mois anticipés? Avant de répondre, ce que j'arrive peut-être à décoder, je ne sais pas si je me trompe ou pas, et si ça va dans ce sens-là, c'est que si la PPR est une solution de dernière chance pour arriver à gagner un an et qu'il n'y a pas de travail on va dire, d'appropriation et de responsabilité partagée. On a parlé au tout début de responsabilité entre l'administration et l'agent pour construire quelque chose. Il y a toutes les chances qu'effectivement, chacun essaye de tirer la couverture, les uns se plaignant que l'autre ne fait rien, comme on ferait un contrôle chez France Travail des personnes qui pointent et qui ne sont pas actifs. Et puis d'un autre côté, l'agent pourra considérer que de toute façon, on l'a mis en PPR parce que de toute façon, c'est une case de plus qu'on coche dans toute l'attirail ou l'éventail des solutions pour le faire patienter. Donc, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc, moi, j'aurais envie de dire en termes de management, mais je te laisserai répondre sur le plan juridique, éventuellement Christelle. Sur le plan du management, c'est le bon sens, quoi. C'est-à-dire, faisons de la PPR une occasion, puisque derrière, il n'y aura pas que le manager qui va être partie prenante, loin de là, mais il y aura aussi les autres acteurs. Faisons de la PPR une occasion de réaligner, entre guillemets, le management. Et le management, ça passe par la compréhension des responsabilités réciproques. Et si ce n'est pas le cas à un moment donné, eh ben, il va falloir dénoncer. Donc, si les personnes ne sont pas présentes, malgré l'engagement qu'elles ont pu prendre en signant la PPR et le programme qui leur était confié ne sont pas présentes, ben, j'ai envie de dire, ça rentre dans la case de ce qui était considéré comme une rupture du fait de l'agent. Je me trompe, Christelle, ou pas? C'est ça, ouais. Ouais, tout à fait. C'est surtout, vous êtes soumis aux mêmes obligations de service que dans un cadre normal. Et d'ailleurs, tout ça doit être fixé dans la convention de PPR. Voilà. Encore une fois, c'est pas une année de vacances. Donc, il y a des objectifs qui sont fixés avec euh, pas une forme d'évaluation, mais quand même évaluation, pas notée au sens propre, mais évaluée au bout d'un certain temps, où est-ce qu'on en est dans le parcours, la réflexion, toujours dans cette idée d'anticiper. Alors, ça peut être perçu aussi comme une méthode, entre guillemets, de flicage ou de pression en disant, bon, attention, là, il y a l'heure qui tourne, dans 6 mois, il faut que tu aies un nouveau boulot, sinon, c'est la guillotine. Euh, En fait, il faut faire ça en bonne intelligence. Voilà, de se dire, l'agent, il faut qu'il arrive à. C'est une vraie compréhension réciproque en fait entre l'administration et l'agent.
C'est pas toujours évident à mettre en place quand il ou elle d'ailleurs, hein, genre pas, mais rend d'arrêt maladie, surtout quand ça a été long et grave. Voilà. Ça, c'est aussi à prendre en considération. Alors à ce stade, j'ai plein de frustration, puisqu'il y a plein de bonnes questions que vous posez, mais il y en a tellement qu'on ne va pas pouvoir toutes les répondre. Il y a un cas personnel qui nous est posé aussi avec l'impossibilité de supporter le bruit actuellement, etc. Je crois que clairement, ne confondons pas la PPR, qui n'est pas forcément une période dans laquelle tout est absolument stabilisé, on va trouver une solution, même si de fait c'est de l'inaptitude que par la PPR. Pour autant, si on rentre toujours dans ce domaine-là, s'il y a des évolutions sur le plan de la maladie, bien évidemment qu'il faut, il faut les évoquer. Toute toute difficulté qui pourrait laisser supposer dans une aptitude totale un comportement décalé par rapport au juste social, entre guillemets, est potentiellement un sujet de tension. Donc moi, je vous inviterais plutôt à essayer de jouer la transparence sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et de l'indiquer que ça se joue sur le plan médical et pas simplement sur la bonne volonté. Enfin, je ne sais pas comment dire ça autrement, mais c'est valable également, évidemment, sans qu'on parle de PPR, dans le cas de difficultés qu'on peut rencontrer avec une personne en situation de handicap. Quelle est la part d'interprétation qu'on peut faire de son comportement, alors que le comportement est peut-être simplement la conséquence, on va dire, de la difficulté que la personne peut avoir sur le plan médical. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Christelle, là-dessus. Est-ce qu'on peut accompagner aussi après, c'est tout le terrain de... Pardon. Non, je dis c'est tout le terrain après de la lutte contre les discriminations. C'est une personne porteur de handicap aussi on peut avoir une sensibilité particulière parce que ça peut être très perturbant, en particulier un handicap qui survient en cours de vie qui n'est pas préexistant. Donc ça, c'est pareil, oui, effectivement, c'est des choses sur lesquelles il faut former les personnels déjà à l'inclusion, d'autant que ça peut arriver à n'importe qui. Et puis, il faut un travail, encore une fois, des deux côtés, quoi. Ok, alors une question aussi, la dernière qui vient d'arriver, intéressante, comment gérer, parce qu'en fait on est bien dans le management là-dessus, hein, comment gérer l'agent en PPR qui demande à bénéficier d'une dispo pendant sa PPR? Il est en activité, il peut donc bénéficier d'une disponibilité, mais à son retour de dispo, on le réintègre comment? En PPR à nouveau, pour combien de temps? Clairement, on est en fait, pour Alors, est-ce moi, que sur ça, un c'est cas une de question... rupture, entre guillemets, de la personne qui dit, ben, en fait, je mets fin moi-même à la PPR. Est-ce que je... C'est bien ça, Christelle, hein? Alors, en fait, oui, parce que je réfléchis, je me dis dans quelle mesure ça peut se présenter en réalité. Alors, soit ça a été un cas qui s'est présenté. Ça peut se présenter si, par exemple, et ça fait écho à la deuxième question d'ailleurs sur l'immersion dans le privé, oui, on peut. Alors, ça, c'est pareil, ce que je disais tout à l'heure, on peut avoir un projet. On peut avoir un projet dans le privé. Et une personne qui demanderait une dispo pour convenance personnelle en plein milieu de sa PPR, c'est peut-être quelqu'un qui, à un moment donné, se dit ah, tiens, là, j'ai une touche pour monter mon auto-entreprise ou quoi que ce soit. Tiens, je vais me lancer parce que là, je ne peux pas trop être en cumul. Et puis, je verrai après. Ça peut être ça. On voit ça chez les jeunes collaborateurs d'avocats, par exemple. Vous êtes collaborateur, vous décidez de vous installer, ça ne marche pas du tout. 6 mois plus tard, vous revenez en disant bon, bah, ça a raté, je veux redevenir collaborateur. En fait, ce qu'il faut voir, c'est si c'est poursuivre son conjoint. Oui, bah, non, ça, il n'y a aucun problème. Alors, ça a une nature contractuelle. En droit, la PPR dure 1 an. Après, on ne peut pas la justifier autrement. Voilà. Donc, quelle que soit la suspension en fait de la PPR, vous pouvez proroger après le temps qui restait au titre de la PPR. Le problème qu'il va y avoir, c'est parce que pour le privé, parce que c'est prévu pour les congés formation en fait à l'origine par le législateur, c'est le maintien dans l'emploi et l'accompagnement aussi dans le reclassement, quel qu'il soit, y compris en dehors de la fonction publique. Le problème, c'est que l'administration ne l'accepte quasiment jamais. C'est ça la différence. C'est prévu par les textes et le législateur, mais par contre, ce n'est pas souvent accepté pour des raisons évidentes. C'est que déjà, avec des restrictions budgétaires, on ne va pas en plus former les gens pour qu'ils s'en aillent. Parfois, on peut estimer que c'est dû en fonction de si c'est un épuisement professionnel qui fait que vous êtes arrêté, vous êtes inapte.
bah, il y a une partie de vous qui se dit peut-être que l'administration me doit une belle vie ailleurs si j'ai envie de me reconvertir. Tout ça sont des sujets évidemment extrêmement sensibles. Voilà. Et à être dans le dialogue. Et pour revenir juste sur l'interruption de PPR, à un moment donné, il faut dialoguer avec l'agent sur c'est quoi son projet professionnel. Parce que s'il n'y a pas de projet, c'est juste pour être casé à un moment et que ça arrange en parallèle, ça perturbe aussi le service. Donc, ce n'est pas à la carte non plus. C'est un vrai projet qui se construit de reclassement. Voilà. Ouais, tu répondais en même temps à la question précédente et j'en profite aussi pour dire que le webinaire sera retranscrit. Le support, on peut aussi vous l'envoyer, je verrai ça avec Anna, mais il n'a pas forcément grand-chose d'autre que les quelques éléments. On voulait privilégier un peu les questions-réponses que nous avons fait après un rappel assez rapide des cadres. Alors, dans les questions que vous posez, parfois, il y a quand même des questions qui sont, enfin, dont les réponses sont un peu contenues déjà dans les éléments qu'on a pu apporter tout à l'heure comme précision. Alors, je ne sais plus trop laquelle choisir. On va de toute façon pas tarder à arrêter. Je voudrais aussi vous donner quand même, malgré tout, des éléments de référence sur en tout cas nous, sur les ressources que nous avons pu identifier. On a dû faire un choix. Peut-être que tu peux, Anna, présenter, notamment à la fin du document, les quelques... Voilà, merci beaucoup. Alors, avant de prendre à retenir, juste voilà, les références et outils clés en main. Donc, il existe, alors, via notamment le site du FIP, dans lequel vous allez sur l'onglet probablement Handipact Occitanie, un kit pratique sur la période de préparation au reclassement. Ça vous donnera quand même plein d'informations. Donc, le gros du travail a été fait là-dessus. Un autre kit de communication plutôt d'information et d'animation, voilà, et de sensibilisation avec une vidéo qui a été faite par le Handipact Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez également un webinaire qui a été fait beaucoup plus, on va dire, administratif et technique que juridique en tant que tel sur la période de préparation au reclassement et qui se trouve sur la chaîne YouTube du FIPHFP. Vous avez également des fiches ressources dynamiques qui existent, qui ont été produites par le Handipact Nouvelle-Aquitaine, que vous retrouverez aussi pareil sur le site du FIP. Voilà. Il est 15h51. Je propose peut-être qu'on remette un peu en perspective, Christelle, parce qu'en fait, sinon, on y passerait encore 2 heures qu'on n'aurait pas forcément répondu à toutes les questions. Ce que nous disait, enfin, en tout cas, ce que nous affichait tout à l'heure Anna sur les éléments à retenir. Voilà, tu as beaucoup évoqué le fait de dire attention, la PPR, c'est vraiment quelque chose qui se construit avec l'agent en fonction d'un contexte particulier, en fonction de la personne en particulier. Donc, attention à des copier-coller trop rapides qui, à un moment donné, viendraient vous mettre en porte-à-faux autant vous que l'agent. Au regard du fait que chacun est un peu particulier. Alors, bien évidemment, il y a des guides, on les a cités à l'instant, utilisez-les pour voir dans les différentes étapes, mais redonner systématiquement du sens. Et le sens, c'est bien celui d'une vraie volonté de part et d'autre que l'agent puisse retrouver, compte tenu de son inaptitude, un poste, que ce soit d'ailleurs dans le public ou dans le privé. Les choses doivent être posées en amont. Est-ce que, Christelle, tu veux rajouter quelque chose sur cette première allégation ou affirmation? Non, je pense que là, j'ai été assez disserte sur le Ok, sujet. Oui, oui. super. Alors, privilégier une culture de gestion préventive plutôt qu'une culture de gestion de crise, ça, je dois cette phrase à Christelle qui, dans le temps de préparation, je crois qu'elle l'a suffisamment rappelé également. Bien évidemment, on est tellement souvent, tellement trop souvent, on va dire, dans des situations pour lesquelles on a à peu près tout usé, sauf du temps véritablement d'échange et de compréhension. Donc, on est plutôt sur de la gestion presque déjà de pré-contentieux avant. Et donc, du coup, évidemment, on voit la santé se dégrader. Hein. C'était absolument effarant de voir combien d'exemples nous sont donnés où l'état de santé de la personne, alors a fortiori si c'est un état psychique, mais c'est aussi le cas par exemple des troubles musculo-squelettiques, c'est complètement détérioré parce qu'en fait on n'a tellement pas anticipé, on n'a tellement pas pris en compte les signaux faibles qu'à un moment donné, en fait on est coincés les uns les autres. Donc bien sûr privilégier plutôt cette culture de gestion préventive, ça va bien au-delà de la PPR. Mais si la PPR a été déjà, s'inscrit à la suite, on va dire, d'une culture préventive dans laquelle on a essayé d'anticiper, d'identifier, c'est beaucoup plus simple de savoir si la personne peut, ne peut pas faire, si elle a envie, si elle n'a pas envie, et s'il faut l'orienter vers autre chose.
Christelle aussi, pareil. Je me Oui, fais non, tout évidemment à fait. ton porte-parole. Alors, le troisième cas, c'était il faut ne pas hésiter à utiliser les outils de gestion prévisionnelle des ressources humaines, et en particulier, on t'a entendu parler à plusieurs reprises, mais ce n'était pas la première fois, je me souviens, il y a quelques années, tu avais déjà évoqué ça, la cartographie des risques, c'est-à-dire prendre en compte, et ce n'est pas forcément des outils extrêmement compliqués, alors en tout cas à l'échelle de plusieurs services, peut-être qu'à l'échelle d'un ministère central, c'est un peu compliqué, mais si on organise ça, d'arriver dans les services à cartographier les risques. Tu peux nous en dire peut-être 2 mots là-dessus, Christelle, parce que je sais que ça te tient à cœur. Oui, alors c'est moi-même à mon cabinet où on n'est pas à 500 personnes, je l'avais mis en place, qui avait beaucoup surpris mes collaboratrices parce que je disais, bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme risque? J'ai dit, ah, mais il y a des risques dans les grosses et les petites structures, en fait, hein. Donc, vous avez des tableaux, en fait, avec du vert, du orange, du rouge. Et il se trouve qu'une année, il y avait des fortes chaleurs en été qui étaient assez incommodantes quand il n'y a pas la clim. Il y avait des travaux en façade qui faisaient un bruit apocalyptique. Où nous, on a des professions extrêmement intellectuelles. Donc, pour se concentrer, c'était pas génial. Bon, bah, vous ramenez un petit casque anti-bruit à vos collaboratrices, ou vous êtes un peu à l'écoute de ce qui se passe. Voilà, c'est des petites choses qui font que vous êtes au fait de l'environnement de travail. Alors, ça ne veut pas dire être corvéable à merci et ramener les chaussons ou les pains au chocolat tous les matins. C'est pas de cet ordre-là. C'est qu'est-ce qui ne perturbe pas la concentration. À l'origine, si vous voulez, c'est aussi assez anglo-saxon, c'est pour valoriser la performance des salariés. D'ailleurs, j'ai lu là très récemment sur l'organisation du travail que ils mettaient je sais plus comment ça s'appelle, Chief Happiness, pour vérifier les cours de sport, etc. C'est-à-dire les conseils en alimentation, en sport, mais alors pas du tout pour vous faire plaisir, pour vous rendre encore plus performant et adorer votre entreprise. Voilà. Donc, faut pas tomber dans ces travers-là non plus. Mais c'est quelque chose qui se fait de manière assez bilatérale et comment dire, oui, enfin complémentaire, de cartographier en fait le quotidien, l'environnement de travail, mais surtout, voilà, la survenance des risques. Alors, vous voyez, dans les métiers de service, par exemple, métier d'avocat, on connaît les risques. Il y a les tensions avec les clients, c'est un métier d'une extrême violence parce que vous êtes dans le contentieux. Bon, voilà, il peut y avoir tout un tas de choses qui font que sur les plus jeunes, par exemple, vous avez une attention particulière, les personnes qui se laissent déstabiliser, voilà. Vous avez des métiers dans l'administration, vous avez l'accueil du public qui peut être extrêmement violent aussi, les métiers du soin, donc surtout qu'en ce moment, la société étant un peu plus violente, ça peut arriver, mais la violence peut être entre collègues. Je parle des situations de violence, donc là on est sur les risques psychosociaux qui sont plus difficiles, pense-t-on, à appréhender que les risques strictement physiques comme un accident de chantier, les normes à respecter, etc. Voilà, c'est tout ça la cartographie des risques, ça c'est le document d'évaluation des risques. Donc ça c'est en général les services RH ou santé au travail qui s'en occupent, mais de toute ma carrière, hein, je vous avoue, je n'ai jamais rencontré un seul service public qui avait son DUERP, comme on l'appelle joliment, à jour. Donc ça, c'est la première chose à faire déjà. Voilà. Et puis le législateur a modifié quand même aussi récemment sur les lignes de gestion, c'est-à-dire l'évolution des carrières et des professionnels. Alors ça s'est fait un peu sur le modèle privé, avec une culture qui est restée très fonction publique, très statutaire et rigide. En fait, il faut arriver à s'approprier les outils. Alors, pas toujours en allant trop vers le privé en termes de culture, hein, mais trouver un mix intéressant qui fait qu'on sort de la rigidité et qu'on se dit, bon, c'est pas parce qu'on a des tableaux d'effectifs, des emplois, des vacances, etc., qu'on est trop filé là-dedans. J'ai les cas de certains fonctionnaires qui ont réussi à transformer leur poste, en fait, et, tout en restant dans le cadre du grade, c'est parfois ce dont on a l'impression que ça coince, à du RP à jour au CH Chinon. Formidable. Ah, Oui, Nathalie Fabry, c'est bravo. normal. Je n'en doute pas, Nathalie. Euh, Formidable. Voilà. ok, super. Donc, Alors peut-être le non, mais dernier. en fait, c'est un bel outil managérial parce que ça permet d'aller voir dans les services, d'avoir un dialogue aussi avec les agents, d'exprimer un petit peu voilà, leurs éventuelles difficultés. Et, bah voilà, je retire ce que j'ai dit. Il y a quelques administrations.
Mais en Il général, faut celles pas qui viennent que- chez moi, l'administration, c'est quand ça se passe mal. Donc, il n'y a pas de herbe. Visiblement, il faut aller en centre-val de Loire pour en trouver, mais pas que, puisqu'il y a un certain nombre de, voilà, de surenchères qui se font. Il reste une minute, juste pour vous dire que le dernier point, je pense qu'il n'est pas mince par rapport aux propos que nous avions. Donc, l'idée, c'était bien sûr de traiter la partie plus juridique, c'est-à-dire plutôt des tensions, des contentieux, ce qui faisait qu'à un moment, ça se passait mal, et pas vous faire un guide de procédure qui existe déjà, comme on vous le disait au début, mais peut-être que certains ont eu un peu de mal à rentrer dans ce webinaire. Donc, je vous remercie tous les uns les autres. On a essayé aussi de montrer à quel point, sur le plan juridique, enfin, les difficultés qu'on pouvait rencontrer étaient la conséquence parfois d'un management qui n'avait pas forcément invité chacune des parties prenantes à prendre ses responsabilités. Et donc, du coup, voilà, un dernier rappel en guise de conclusion. Attention, vraiment, la PPR, c'est un outil qui promeut la co-construction. Et donc, si dès le départ, on part sur, on va dire, une mauvaise parité dans la responsabilité que chacun doit endosser pour que ça puisse se construire, évidemment, on est mal barré. Ça peut expliquer ensuite des tensions. Ce n'est pas en fait le texte de loi qui est problématique, c'est ce qui s'est passé avant et qui perdure évidemment dans la PPR. Voilà, il est 16 heures. Je vous remercie infiniment. Je merci beaucoup Christelle de tes éclairages et de ton expérience dont tu nous fais bénéficier. Vous avez bien sûr toute une série de webinaires que le FIP vous propose au fil de l'année. Vous avez ces informations-là sur le site du FIP. Je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi et vous retrouverez probablement d'ici quelques temps sur ces mêmes ondes en espérant que nous trouverons un outil qui soit peut-être un peu plus ajusté parce que ça a été un petit peu difficile en amont d'arriver à gérer l'arrivée des uns et des autres. Merci en tout cas infiniment Christelle pour ta patience et pour ton écoute. Bah, merci à vous, surtout de votre attention et bon courage dans vos services. Plein de belles choses à faire.